Tu roules? Ouais. En tout cas, jusque maintenant, et bon, il a quand même tenté d'éviter la gourouisation. Ce n'est pas nécessairement la faute des gens s'ils deviennent des gourous, parce que c'est aussi la faute des gens qui les prennent pour des gourous. Mais moi, je veux consciemment lutter contre la gourouisation. Mais le problème qui fait que je passe pour un disciple servile, etc., c'est simplement parce qu'il est tellement peu connu, tellement incompris. Encore hier, quand on prend les questions qu'on nous a posées, on a dit est-ce qu'il a écrit des choses théoriques? On a l'impression que c'est un type, il n'aime pas les États-Unis, il n'aime pas Bush, etc. Je dis, il y a toute une richesse théorique que je dis, vous lisez l'interview dans le cahier de Lerne, on parle de Carnap, on parle de Newton, on parle de toutes sortes de choses. Je veux dire, on parle du FMI, on parle de la mondialisation. Je veux dire, il n'y a pas que simplement un type qui n'aime pas Bush, quoi. Or, c'est un peu l'image qu'on a, ou c'est un type qui démystifie, dit que les médias sont aux ordres et tout ça. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, je trouve qu'il y a une pensée à découvrir. J'essaie de la faire découvrir, c'est tout. Puis après, les gens feront leur jugement. Il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec lui, et je le sais, et bon, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, mais c'est une source d'inspiration. Et c'est dommage que dans le cursus, si vous voulez, universitaire, intellectuel, etc., il n'existe pas. Vous prenez des encyclopédies de sciences politiques, il n'est pas dans l'index. Il n'est pas dans l'index. Son nom n'apparaît pas. Marx va apparaître, Lénine va apparaître, mais pas Chomsky. Je pense que ça, c'est une erreur. Vous avez des textes, vous avez des articles, des livres anarchistes, des livres qui font des dictionnaires de l'anarchisme contemporain, français. On ne parle pas de lui, ou on en parle comme un mauvais, un faux anard, etc. Et ça, c'est un degré d'incompréhension et d'ignorance, et c'est contre ce degré d'incompréhension et d'ignorance que je me bats. Mais ce n'est pas du tout pour en faire un gourou. Ce qui risquera d'arriver, le jour où mes efforts sont couronnés de succès, j'ai pas de doute, il viendra un gourou, mais ça, c'est dommage. Mais ça, c'est la psychologie humaine qui est ainsi faite, c'est pas moi la faute. Quelle étiquette on lui colle à ce Chomsky? Mais je pense qu'il est trop original pour faire partie d'un courant. Mais un des problèmes qu'il y a en France, je pense, c'est difficile de le comprendre sans sortir des oppositions traditionnelles. Parce que Chomsky n'a jamais été léniniste, trotskiste, stalinien, tiers-mondiste, maoïste, etc. Il n'est pas libéral au sens de Aron, il n'est pas comme Bourdieu, il ne s'intéresse pas à la psychanalyse, il ne s'intéresse pas à Nietzsche, à Heidegger, etc. Et donc il est en dehors de l'échiquier relativement vaste qu'on trouve en France. Si on veut lui trouver des racines, alors on en trouvera dans les Lumières, dans certains aspects du positivisme logique au XXe siècle, dans l'œuvre de Russell, dans le travail des anarchismes et des anarchistes relativement peu connus comme Rocker, Abad de Saint-Yann, dans les marxistes antiléninistes des conseils, etc. Donc ça, on trouvera ce genre de courant-là qui ont formé sa pensée, mais comme tous les grands penseurs, c'est un penseur original et on ne peut pas le réduire à l'appartenance à un courant. J'ai du mal à le situer, je pense qu'il est très différent, comme il l'explique dans le film, différent des anarchistes contemporain parce qu'il ne considère pas que la lutte contre l'État est nécessairement la priorité aujourd'hui dans tous les cas, dans toutes les circonstances, etc. Parce que l'État est entre autres comme il dit, il faut étendre les barreaux de la cage, c'est-à-dire il dit c'est vrai que l'État est une cage, mais en dehors de la cage il y a les fauves, et les fauves ce sont des grandes compagnies privées, et d'une certaine façon la cage nous protège des fauves, et donc il faut se rendre compte que ce qu'il faut c'est étendre les barreaux de la cage, mais pas retirer la cage tout de suite, sinon on va se faire manger par les fauves. Et c'est une analogie qu'il a trouvée chez des travailleurs libertaires au Brésil, et qui est une analogie qui reprend à son compte. Jean Bricmont, comment expliquer le rejet des intellectuels français, belges aussi, on va mettre les Belges pour une fois dans le même panier, le rejet de Chomsky? Bon, alors, bien sûr, l'affaire Forisson, il y a ces histoires-là, mais est-ce que ça explique tout? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans ce moi, rejet? j'explique pas ça comme ça du tout. Moi, j'explique pas ça du tout comme ça. Je trouve que le Cambodge et Forisson sont simplement des prétextes, ce sont des faux procès, et donc il doit y avoir des raisons plus profondes. Alors, Qui sont? Ça c'est compliqué. Je pense que pendant la guerre du Vietnam, par exemple, ses écrits étaient relativement bien acceptés en France. Mais je pense, et ça je me base un peu sur ce que j'ai entendu dire de lui, ou sur ce qu'il a écrit, il y avait des gens mal entendus. C'est-à-dire que dans l'époque de la guerre du Vietnam, et en général dans les guerres anticoloniales, il y avait deux sortes d'attitudes, si vous voulez. Il y avait des gens qui voyaient dans la révolution vietnamienne l'avènement d'une nouvelle société, d'une révolution au niveau mondial, etc., etc., erreur qui a été faite avec l'Union soviétique, avec la Chine, avec Cuba, avec le Vietnam, avec le Venezuela aujourd'hui, etc., qui est l'erreur que les gens font
au lieu de se centrer sur la transformation de leur propre société, de contrer l'information dans leur société, de créer des mouvements de la paix, des mouvements anti-impérialistes, etc., ils projettent leur désir de révolution sur des sociétés lointaines qu'ils connaissent relativement mal, et ils disent là, on est en train de construire le socialisme, le grand soir qui avance, etc. Et d'autres, comme Chomsky, qui n'avaient jamais aucune illusion sur ces choses-là, mais qui pensaient que la sauvagerie américaine au Vietnam ne mènerait à rien de bon d'aucune façon. Et comme il l'a dit pendant la guerre, il a dit ça mènerait à une situation où la domination du Nord-Vietnam sur l'Indochine serait inévitable parce que toute autre société viable aura été rendue impossible. Et cette attitude-là, c'était aussi celle de Russell par rapport à la révolution russe, est tout à fait différente de celle de l'extrême gauche. Alors quand l'extrême gauche française est retombée très très vite, dès qu'il y a eu les Boat People, ce qui est un phénomène tout à fait prévisible, dès qu'il y a eu les massacres au Cambodge, etc., est retombée de ses illusions, elle a commencé à en vouloir à Chomsky d'avoir soi-disant les illusions, d'avoir gardé les illusions à laquelle elle renonçait. Alors que Chomsky n'avait jamais renoncé à rien parce qu'il n'avait pas d'illusions pour commencer. Et donc, il y a toujours eu cette obsession en France que si on n'a pas quelque part le socialisme, le paradis terrestre, etc., dans un pays lointain qu'on ne connaît pas très bien, alors il faut nécessairement commencer à chanter des louanges à la démocratie, et tous les gens qui critiquent la démocratie, nécessairement, sont des taupes soviétiques. Et ça c'est le truc dans lequel est tombée une grande partie de l'extrême gauche, des ex-communistes, des ex-Trost, des ex-Mao, etc., qui, ayant perdu leurs illusions, condamnaient Chomsky parce qu'il avait gardé ses illusions. Et ça, c'est un aspect. Chomsky, on peut l'appeler scientiste si on veut, c'est un héritier du positivisme logique, etc., philosophiquement. Et donc là, il a toujours été à des années-lumière de l'intelligentsia française, et même quand il venait à Vincennes ou quand il venait dans les années 60, au début des années 70, il disait c'est une perte de temps parce que l'irrationalité est trop forte. Et donc c'est très très difficile, et je remarque ça très souvent dans les débats que j'ai moi-même, de défendre une position rationaliste par rapport à la science, par rapport à la connaissance du monde, par rapport aux sciences humaines, par rapport à l'histoire et par rapport à la morale. Est-ce que Chomsky est seul? Est-ce que Chomsky est ce seigneur solitaire, sans suite, sans tenant et sans aboutissant? Non, je ne pense pas qu'il soit seul du tout. Je pense qu'il a énormément d'amis dans le monde, il correspond avec énormément de gens, dont moi, mais pas seulement, et il fonctionne réellement, si on veut, en réseau, avec des tas d'interactions dans toutes sortes de pays, en Amérique latine, en Inde, etc. Vous pouvez aller, comme vous l'avez fait vous-même, dans des communautés en Amérique latine, où vous verrez que les gens ont des contacts directs avec Chomsky, et à mon avis, c'est comme ça que son influence est beaucoup plus grande que celle d'intellectuels, si vous voulez, purement académiques, comme des gens comme Foucault, par exemple, ou évidemment que ces détracteurs parisiens qui ne lègueront pas à l'histoire, à la postérité, qu'à mon avis, il lèguera, parce qu'il a une influence énorme. Il est justement, sans avoir d'organisation, sans être un dirigeant politique au sens classique du terme, c'est quelqu'un qui est arrivé à répandre ses idées dans le monde entier et qui a, à mon avis, une influence qui continuera après sa mort et qui sera très grande. Je l'appelle en général le Marx de notre temps. Je pense que c'est oui, je maintiens cette expression. Même si on peut le comparer peut-être plus à Bertrand Russell ou à Voltaire d'une certaine façon, parce qu'il est moins organisateur que n'était Marx. Mais ses idées continueront à se diffuser. Et je pense qu'il y a toute une pensée Chomsky qui aura une influence dans l'avenir. Le temps passe, il y a une jeune génération qui lit Chomsky aujourd'hui. À quoi peut leur servir Chomsky aujourd'hui? Écoute, ça, moi je suis un vieux schnock, donc je ne vais pas répondre à leur place. Je veux dire, c'est aux jeunes de répondre à cette question. Je veux dire, moi je peux dire ce que à moi il m'a servi quand moi j'étais jeune et que je l'ai lu. Il m'a permis de penser autrement, de sortir justement du cadre de pensée que j'ai décrit, qui était à la fois insuffisamment rationaliste, y compris dans les différentes versions du marxisme, de l'althussérisme, du lacanisme, etc., de Foucault et tout ça. Toutes ces façons de penser, quand on les regarde vraiment de façon critique, on voit qu'elles ne sont pas réellement dans une perspective scientifique et rationaliste. Et donc ça, c'est un premier aspect. Et l'autre, c'était évidemment dans la façon de penser de la guerre froide, où il y avait la mentalité des camps. Et donc, maintenant, est-ce que ça leur sert à quoi de penser? Mais je pense que ça leur sert à démonter l'idéologie dominante, parce que maintenant, ce qui a emporté, si tu veux,
la guerre froide, c'est le camp américain. Donc si tu veux, maintenant on a un alignement complet, particulièrement, et qui est très fort, je trouve toujours, c'est les gens avec qui j'ai le plus de problèmes, c'est les ex, ce que j'appelle les ex, c'est-à-dire les ex-Trots, les ex-Mao, les ex-communistes, y compris dans les gens qui sont encore dans les partis qui ont gardé les noms, c'est-à-dire la LCR, le PC, etc. On trouve des gens qui sont idéologiquement des ex, c'est-à-dire ils n'ont qu'une seule envie, c'est de cracher sur leur passé, il ne faut pas faire les erreurs de Staline, même de Lénine ou de Trotsky. Donc, je veux dire, il y a toujours cette volonté de rompre avec ce passé. Et ça, j'espère que le passé faisant table rase, comme dit une chanson que tu vas nous interpréter bientôt, c'est quelque chose qui est... bon, il faut passer sur ce passé et il faut penser vers l'avenir. Je pense que Chomsky, justement, qui, comme il dit, c'est ça ce qui est curieux chez lui, c'est que bien qu'il soit plus âgé que nous, il dit « je suis trop jeune pour jamais avoir été léniniste ». C'est-à-dire qu'il est venu à une époque où, déjà dans les années 40 et 50, ou même quand il s'est formé, l'idéologie léniniste, d'une certaine façon, pouvait être dépassée, en tout cas l'était chez lui dans sa façon de penser. Il me semble qu'il a proposé une autre façon de penser, à la fois de penser à l'idéologie et à penser au monde tel qu'il est, quoi. Je pense qu'il écrit de façon simple, et si on lit par exemple Comprendre le pouvoir, c'est vraiment des discussions qu'il a avec des gens ordinaires. Et par exemple, Comprendre le pouvoir est un très bon livre parce qu'il est écrit à deux niveaux. Il y a le texte de la discussion avec les gens, et un appareil de notes qui est fait par lui et par des collaborateurs, qui donne des tonnes et des tonnes d'informations sur toute l'histoire de l'après-guerre et qui justifie les propos de Chomsky qui sont un peu à bâton rompu. Et donc, ça, je trouve, c'est un très bon texte parce que justement, il est à deux niveaux. Malheureusement, les notes sont gratuitement disponibles sur Internet, mais elles sont en anglais. Qu'est-ce que les gens vont trouver chez Chomsky? Je pense une façon de démystifier le discours du pouvoir essentiellement, et aussi d'avoir une certaine perspective, un certain espoir dans l'avenir, comme il dit. C'est-à-dire d'avoir une certaine perspective sur l'histoire où on voit les progrès qui existent dans la recherche de la liberté, les progrès qui existent dans le progrès qui existe dans l'humanité, etc. Et de ne pas avoir une vue, comme les gens ont souvent aujourd'hui, une vue extraordinairement pessimiste du présent et une vue sans perspective d'avenir. Et donc il réhabilite, si on veut, je dirais qu'il réhabilite la perspective, en fait, qui était aussi celle de Marx, même si on l'a oublié, du socialisme classique, du socialisme d'avant 1914, qui était celui, effectivement, qu'on doit arriver à dépasser le capitalisme dans les pays capitalistes développés et arriver à la socialisation des moyens de production. Donc je pense que des idées de base qui ont formé l'essence de l'idéologie socialiste, même si elle est abandonnée par les dirigeants qui s'appellent socialistes aujourd'hui, restent relativement populaires en France et en Europe et même aux États-Unis, c'est-à-dire que les moyens de production ne devraient pas être... dans une démocratie, les moyens de production ne peuvent pas être contrôlés par un petit nombre d'intérêts. Ça, c'est le problème fondamental. Tant qu'on n'a pas discuté de ça, on n'a discuté de rien. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre les bureaucraties étatiques, etc. On peut avoir toutes sortes de problèmes sur comment gérer les choses. Mais la question fondamentale de savoir si des gens doivent se vendre leur force de travail à d'autres pour survivre, ou s'ils doivent contrôler les moyens de production qui permettent d'assurer la vie collective de la société, ça c'est la question. Et je pense que Chomsky la repose très bien, et il est un des rares à la reposer, de lutter comme il appelle l'esclavage salarié. Et cette question-là, elle est au cœur des luttes. Elle était implicitement au cœur de toutes les luttes. Implicitement au cœur des luttes. Mais seulement elle ne l'est pas explicitement. Et ça c'est le problème actuel, c'est que il y a très peu de... On n'arrive pas à formuler ça, parce que les gens D'abord, premièrement, on est sur une situation défensive, donc on ne fait que défendre, on n'est pas à l'offensive. Et il n'y a pas de... Et alors, il y a tous des renégats, les ex, etc., qui encombrent le discours avec des gens qui se vengent, comme je dis, sur le dos des autres, des erreurs qu'ils ont commises eux-mêmes quand ils étaient jeunes. Et donc, qui n'arrêtent pas d'embrouiller le discours avec l'Union soviétique, etc., etc. Si on prend le dernier livre de BHL, par exemple, lui, il dit la révolution absolue, totale, le summum de la révolution, c'était les Khmers rouges au Cambodge. Alors on a vu ce que ça a donné, ergo, la révolution à la poubelle. Mais il n'y a personne qui a dit ça. D'abord, personne ne connaissait les Khmers rouges avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Personne n'a fait l'apologie des Khmers. Personne n'a trouvé extraordinaire. La seule chose que Chomsky et des gens comme moi ont dit, c'est que, un, il ne serait pas arrivé au pouvoir sans l'intervention américaine. Donc c'est les Américains qui ont foutu le bordel pour commencer. Deux, quand les Vietnamiens ont mis fin à leur règne, on a commencé à les soutenir. Donc ça montrait que l'opposition était complètement hypocrite. C'est ça ce qu'on a dit. Bon, on n'a jamais rien dit d'autre. Et donc lui, il fait comme si c'était le sommet, le truc vers lequel tous les révolutionnaires aspiraient. Et maintenant, on a vu ce que c'était, donc maintenant, on ne peut plus rien changer. Alors on pouvait changer des choses. Palme a changé des choses, la social-démocratie classique l'a changé, Attlee en Angleterre, et le parti travailliste, et même les gaullistes ont changé. Il y a eu des tas de changements après la guerre, on aurait pu continuer. Les choses se sont inversées à partir des années 70-80, mais le mouvement,
il pouvait y avoir un mouvement vers plus de, surtout dans les années 70, il y avait un mouvement ouvrier assez fort de rébellion ouvrière qui pouvait tendre vers plus de contrôle dans les entreprises et un programme de collectivisation. Très bien. Ok. Vous avez regardé quelque chose? On va regarder 2-3 phrases là-dedans, il y a 2-3 trucs qui nous intéressent. Il y a 4 phrases, 4-5 phrases. Mais quel emmerdeur, t'as déjà fait ça avec la radio? La radio, t'as gardé 3 phrases et puis t'as... Non. J'ai gardé 3 phrases. Non, j'exagère, mais quand on parle très longtemps, après on se dit quand même, on devrait faire un film sur moi, quoi. On va faire un film sur toi, je crois.